Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, merci, ça fait plaisir de voir autant de monde qui est venu participer à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Anne, c'est un projet qui a été impulsé par l'AF. Alors, je vais revenir un petit peu sur le pourquoi et qu'est-ce qui a motivé ce projet de standard ouvert pour les registres d'entrée. Donc l'idée en fait a éclos pour deux principales raisons pour ma part. En fait, c'était d'une part le rapport qu'avait fait Christine Nougaret pour le ministère de la Culture et qui abordait différents thèmes et notamment celui de la transparence des actions des archivistes. Euh, et la deuxième chose, c'est que depuis 2018, les archives nationales mettent en open data justement leur registre d'entrée. Et Antoine Courtin, donc, qui participe là au COPIL et puis qui assiste au webinaire, avait fait des réutilisations et avait un petit peu relevé certaines choses qui pouvaient freiner la réutilisation possible des données des archives nationales. Et de façon très saine, les archives nationales avaient assez vite répondu et avaient modifié en fait leur jeu de données, les colonnes, etc. Et donc, je trouvais ça assez intéressant, mais ça montrait malgré tout qu'il y avait un besoin aussi de standardiser tout ça et puis de cadrer un petit peu les choses. Donc voilà, donc c'était un petit peu les deux éléments qui ont été moteurs. Euh, donc pour la F, j'avais lancé un petit peu un appel aux bonnes volontés au sein de l'association. Et alors, dans un premier temps, on va être honnête, ça n'a pas beaucoup répondu. Et ce qui a pas mal aidé, c'est du coup, je vais profiter pour la remercier. Françoise Berger a assez vite répondu à cet appel. Alors, je pense que le sujet lui parlait puisqu'elle était directrice des Archives nationales au début de la diffusion du registre d'entrée pour service et donc elle est venue vers la F en me demandant en fait ce que le CIAF pouvait apporter et comment travailler sur ce sujet qui leur parlait aussi. Alors je laisserai Mélanie préciser en quoi ce projet était intéressant pour le CIAF et comment ils se sont inscrits là-dedans. Mais voilà, je voulais quand même remercier particulièrement Françoise Berger. Euh, donc, à la suite de ça, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a constitué un comité de pilotage plutôt qu'un groupe de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelques personnes qui nous avaient répondu et puis quelques personnes qu'on est allé un petit peu chercher en cherchant à avoir un panel représentatif des services d'archives alors publics pour le moment. Donc, on a quand même du coup aujourd'hui des services d'archives municipaux, des archives départementales, les archives nationales évidemment puisqu'ils avaient déjà travaillé sur le sujet, les archives régionales aussi avec les pays de la Loire. Et on a aussi sollicité Antoine Courtin, donc, qui lui était dans le rôle finalement du réutilisateur, et donc pas le producteur de l'information, mais celui qui éventuellement va les réutiliser et puis de nous aiguiller un petit peu là-dessus. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus long. Comme vous l'a dit Anne, aujourd'hui, le but aussi de ce webinaire, c'est in fine de vous appeler à commentaires sur les travaux qui ont été menés par le COPIL. Cette partie-là sera plutôt détaillée par Anne-Laure Donzel, donc de la Scope Data Activist qui nous a accompagnés sur ce projet. Je la laisserai aussi présenter la structure et puis leur activité, ce qu'ils ont amené et qui nous ont bien facilité la vie. Voilà. Donc voilà, moi je me félicite alors à titre associatif de la qualité des travaux qu'on a pu mener. Et puis alors même si ils ont été étalés sur plusieurs mois, ça n'a pas été beaucoup de réunions. Les personnes qui ont participé, alors j'en vois beaucoup aujourd'hui qui sont connectés, je les remercie aussi grandement pour leur disponibilité, que ce soit pour des réunions en distanciel ou pour après des relectures, des travaux par échange de mails. Et finalement, alors assez vite, de toute façon, on a été sur un socle commun assez rapidement, mais il y a eu des débats, des échanges, des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais c'est ça qui a fait avancer les travaux. Et finalement, voilà, on a abouti relativement vite à quelque chose de stable à vous présenter aujourd'hui. Je vais passer la main à Mélanie Rebourg, donc qui va pouvoir un petit peu plus axer sur ce qu'a apporté le SIAF et ce que ça a apporté au SIAF, sans doute aussi de participer à ces travaux. Merci Julien, bonjour à tous.
Alors, tu peux passer sur les slides suivantes, s'il te plaît. Oui, donc moi, je vais vous présenter un peu l'intérêt, enfin, nous, les avantages qu'on voit à travailler sur ce modèle de données pour les registres des entrées. Et pour commencer, je voulais juste rappeler de quoi on parle parce que j'ai vu dans la liste qu'il y avait quand même beaucoup d'archivistes présents, mais au cas où, il y a aussi des gens qui ne sont pas archivistes potentiellement parmi nous. Et donc, c'était juste en 2 mots pour rappeler à quel point le registre des entrées est un document central pour les services d'archives, puisque pour mémoire, c'est un document qui permet d'enregistrer tout ce qui rentre dans le service, que ce soit des archives publiques ou privées, et quel que soit le mode d'entrée, c'est-à-dire entrée par voie extraordinaire, entrée par versement ou autre. Voilà, et donc la tenue de ce document est une obligation réglementaire qui apparaît dans le règlement général des archives départementales en 1921. Donc ça permet de centraliser tous les éléments sur la collecte, tous les éléments qui peuvent figurer de façon éparse dans les bordereaux de versement. Ça permet d'attester la prise en charge des documents. Et c'est parfois mis à jour en cas de restitution, de sortie définitive de documents. Et donc, pour compléter un peu ça, il faut savoir que dans d'autres communautés professionnelles un peu voisines de la nôtre, ce type de registre existe aussi, puisque par exemple dans les musées, on a l'inventaire 18 colonnes qui permet d'enregistrer les œuvres qui entrent dans les collections. Et ça, c'est pareil, c'est une obligation réglementaire pour les musées de France. Donc, slide suivant. Donc pourquoi travailler sur cette publication du registre des entrées? Il y a tout d'abord des principes qui sont des principes un peu de transparence de la collecte, puisque l'objectif est de publier en open data au final ces registres des entrées, par exemple sur Data Culture ou data.gouv.fr. Et donc dans une logique de transparence dans la suite de la loi pour une république numérique qui vise le partage de ces données comme des biens communs. L'objectif, c'est de mettre à disposition du public ces registres, donc que le public ait connaissance de ce qui rentre dans les services d'archives, mais pour cela, il faut que ces données soient comparables d'un service à un autre. Et pour ça, on a forcément une harmonisation nécessaire à minima de la structure des données, puisqu'on sait que chaque service remplit son registre peut-être de façon différente, mais si les champs sont déjà un peu similaires d'un service à un autre, ça permettra de partager des données d'une qualité qui sera un peu meilleure et qui rendra ces données exploitables pour d'éventuels chercheurs, comme le disait Julien, pour Antoine Courtin, par exemple, qui a testé des expérimentations sur le registre des entrées des archives nationales. Le but est de pouvoir comparer, par exemple, les données d'un service à un autre. Slide suivante. Alors, la complémentarité par rapport à la stratégie du SIAF. Il faut savoir qu'en ce moment, au SIAF, on essaie d'avoir une démarche un peu plus généralisée sur l'open data et sur la publication de données. Par exemple, les données de l'enquête statistique annuelle sont publiées. Aujourd'hui, on a des données de synthèse, mais ce qu'on vise par la refonte en cours de l'enquête annuelle, c'est bien un partage de la majorité des données saisies dans l'enquête annuelle. C'est aussi poursuivre certaines initiatives, comme le disait Julien. Ça fait déjà quelques années que les archives nationales publient ce registre, et donc l'objectif est de généraliser cette initiative en l'étendant à d'autres services. À mon sens, la publication du registre des entrées, ça permet aussi de faciliter le travail en réseau, qu'on évoque beaucoup aujourd'hui avec les collègues, pour savoir comment s'informer de ce qui est collecté d'un département à un autre, d'une commune à une autre. Donc, cette publication, ça permettrait à des services voisins de travailler dans des groupes régionaux, peut-être plus facilement, et ça permettrait aussi d'avoir une vision complémentaire de ce qui est collecté par le niveau central, c'est-à-dire Archives nationales, Mission des Archives de France, et par les services territoriaux. Donc, ça permettrait un partage d'informations. Pour cela, bien entendu, il faut qu'il y ait un maximum de données qui soient partagées par un maximum de services. Enfin, ça fait partie aussi des actions qu'on a en ce moment en matière de transparence de la collecte, comme je le disais. Donc, ces points-là ont été évoqués, par exemple, dans la grande concertation Archives pour demain,
Et la transparence de la collecte a été inscrite aussi dans le cadre stratégique commun de modernisation des archives. Donc pour ceux qui n'en auraient pas connaissance, vous aurez le lien pour aller consulter ce document sur le site France Archives, enfin sur le site gouvernement.fr, pardon. Et donc l'un de ces objectifs est de favoriser la transparence des politiques de collecte et donc le registre des entrées, au-delà des stratégies et politiques de collecte, peut être un outil de cette transparence. Il faut savoir aussi que dans les propositions Archives pour demain, la proposition d'établir un modèle de données pour le partage des registres des entrées était inscrite clairement. Donc c'est aussi un peu une mise en œuvre des propositions faites il y a quelques années dans le cadre de cette concertation. Slide suivante. Je suis là, hein, j'arrive, voilà. Ça voulait pas passer. Du coup, juste, Julien l'a déjà évoqué, donc ce groupe de travail, enfin ce comité de pilotage était co-animé donc par l'Association des archives français et le Service interministériel des archives de France, puisqu'on avait des initiatives et des objectifs communs sur ce sujet-là. On a débuté en juin 2020. Et donc, on est parti de registres qui nous ont été gentiment transmis par des collègues de différents services pour voir un peu les différences dans la structuration des données et dans le nom des champs. Voilà, donc on est parti de l'existant, que ce soit des exports de progiciels, de logiciels de gestion des archives existants, le tableau Excel, puisque dans certains services qui n'ont pas d'outils informatiques, on peut tout simplement établir le registre des entrées sur un tableur quelconque. Pour l'instant, le groupe de travail s'est concentré sur le registre des entrées des archives définitives. Donc, j'ai évoqué, par exemple, l'édition. On s'intéresse à ce qui est ancré dans... et donc, les opérations, donc le déroulement des travaux, c'est effectué en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'appel à contribution par les services, donc de nous envoyer ces registres, la constitution d'un petit groupe de travail et l'analyse et la création par data activiste d'un modèle de données qui va vous être soumis pour appel à commentaires. Et donc, il y a eu des débats avec plusieurs professionnels issus, comme le disait Julien, de services différents afin de pouvoir échanger sur cette proposition. Donc, il y a déjà eu une concertation au sein du comité de pilotage. Et donc, je vais laisser Anne-Laure vous présenter exactement le travail de data activiste et le résultat de ces travaux. Alors, merci Mélanie, merci Julien. En effet, donc je vais commencer par présenter très rapidement, par me présenter et présenter très rapidement Data Activist. Donc Data Activist, comme l'a dit Julien, est une SCOP, donc une société coopérative qui travaille essentiellement, mais pas que, à l'accompagnement de structures essentiellement, mais pas que publiques, sur l'ouverture de leurs données et qui fait aussi de la formation. Notamment, on anime une formation sur l'open data auprès de l'association des archivistes français, donc certains y ont peut-être déjà participé. Donc voilà, donc notre cœur vraiment de métier, c'est l'ouverture des données, et donc on a accompagné le CIAF et l'AF sur ce projet de schéma de données sur les registres des entrées. Pour nous, c'était intéressant parce qu'on n'avait jamais fait ce type de travail. Donc, c'était une première, et ça nous a permis de développer un peu une méthodologie sur ce sujet-là. Et puis, c'était sans doute assez confortable pour ma part de travailler avec l'AF, puisque c'est une structure que je connaissais bien, ayant été moi-même, il étant sans doute encore un peu archiviste. C'était un domaine que je connaissais bien, et je pense que pour le groupe de travail, ça a été aussi assez intéressant et assez agréable, parce que je comprenais bien et les enjeux et les missions et les données dont on pouvait parler. Donc, comme a pu le dire Mélanie, sur le groupe de travail, on a procédé
en définissant les éléments qui pouvaient être communs sur tous les registres qu'on avait pu recevoir ou ceux qu'on avait pu consulter qui étaient déjà en open data. On avait déjà un certain nombre de registres qui étaient en open data, donc on a été regarder ce qui était déjà fait, et à partir de là, on a essayé de retirer les éléments communs. On a d'abord fait un schéma qui était très large, et puis on a resserré les choses par la suite pour arriver à ce qui nous semblait et ce qui semblait surtout au groupe de travail le plus pertinent et le plus commun aux différents registres qu'on pouvait avoir. Il a fallu faire des choix. Il y a eu des arbitrages et de nombreuses discussions pour trouver ces dénominateurs communs. Je pense que quand je vais vous montrer le schéma tel qu'il est soumis à contribution, vous allez peut-être ne pas totalement vous y retrouver ou vous dire ça, chez moi, je l'appelle pas comme ça. En effet, de toute façon, c'est le jeu de ce genre d'exercice. C'est d'essayer de trouver une forme commune et partagée et qui soit le plus proche possible des réalités, qui corresponde au maximum de réalités, mais ça ne peut pas être exactement comme vous pouvez le produire vous de votre côté. Alors, c'est moi qui partage l'écran. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. Alors, je ne sais pas si mes liens vont fonctionner ou s'il va falloir que je sorte de la présentation. Je pense qu'il faut que je sorte. Voilà, je suis toujours perdue dans GoToMeeting. Alors, hop, normalement, vous voyez mon écran. Donc ça, c'est le schéma tel qu'il existe, et c'est la version qui est soumise à commentaire. Vous voyez bien un écran. Si quelqu'un peut se manifester et me dire oui, ce sera idéal. Voilà, on me le dit en privé, c'est parfait, merci. Donc voilà le schéma tel qu'il est proposé à la communication. Donc je vais vous montrer une deuxième version beaucoup plus technique, mais là c'est la version on va dire compréhensible et qu'on a essayé de rendre la plus simple à manipuler pour vous. Donc on est sur le niveau le plus haut. Ici, vous allez retrouver les différents éléments qui vont se retrouver dans le schéma. Donc, on a des choses assez classiques et c'est le nom que vont devoir avoir ces éléments. Donc, on a des éléments sur l'identification des entrées et ensuite des choses que vous allez retrouver, que vous connaissez sur le nom du service d'archives, la cote, les différents éléments après sur l'identification de l'entrée, les modalités d'entrée, les dates d'entrée, les organisations productrices et versantes là, qui nous ont donné lieu à d'âpres discussions. Il y en aura sans doute encore à l'issue de ce travail-là. Et puis, ensuite des éléments beaucoup plus descriptifs et enfin tout ce qui va être les volumes. Ensuite, vous allez retrouver des éléments qui vont plutôt être la façon dont le schéma va devoir être rempli. Donc à la fois des éléments qui vont préciser le type d'éléments attendus, la façon de remplir ces éléments, une série d'exemples pour vous aiguiller et puis un certain nombre de champs. On a essayé d'élaborer des listes de termes d'autorité. Donc on aurait aimé en trouver beaucoup plus. C'est un petit peu l'aspect négatif du schéma de données.
on essaye d'aller vers une standardisation la plus grande possible, et ce qui va permettre de pouvoir faire des comparaisons, des agrégations d'éléments. Ça va être vraiment cette partie liste d'autorité, parce qu'à partir de ce moment-là où vous êtes obligé de remplir par une liste fermée, on est sûr de retrouver les mêmes titres, les mêmes intitulés d'un registre à l'autre, et on a finalement trouvé assez peu d'éléments qui faisaient appel à des listes d'autorité ou vers lesquels on pouvait diriger vers une liste d'autorité. On a néanmoins quelques éléments. Je vais en signaler deux en particulier, et là on remercie le SIAF de nous avoir communiqué ces éléments-là. Pour les fonctions des services producteurs et pour les domaines des services producteurs, on a établi une liste fermée qui risque de faire parler, et on s'est basé sur la liste des termes que le SIAF a élaboré pour l'enquête annuelle, et qui a été totalement remaniée pour l'enquête annuelle de cette année. Donc voilà, vous aurez sans doute pas mal de réactions sur ces éléments-là. Encore une fois, c'est vraiment important dans ce type de travail de réussir à avoir des listes de termes qui vont être harmonisés d'un service à l'autre, parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des comparaisons, qu'on va pouvoir analyser les choses d'un service à l'autre. Un élément qui nous a aussi beaucoup interpellé et qui a suscité pas mal de débats, c'est l'identifiant. Donc cette première colonne, vous allez voir, on a fait un choix. Vous aurez la possibilité de commenter cet élément. L'identifiant est vraiment très très important là aussi dans une optique de standardisation, de traitement par des machines possibles par la suite. Avoir des identifiants uniques, c'est vraiment important. Et on a essayé de trouver un identifiant unique qui pouvait être utilisé par tous les services d'archives. Donc on s'est basé sur l'identifiant des services d'archives de type FR, AD, FRAC qui existent. La limite qu'on a trouvée à cet élément-là, c'est que cet identifiant n'était pas un identifiant ouvert, c'est-à-dire la liste n'était pas diffusée elle-même en open data, et donc pour faire des comparaisons, ce qu'on appelle des jointures de fichiers, c'est pas forcément idéal, et donc on pousse de nos voeux à ce que cette liste soit publiée elle-même en open data pour qu'elle puisse être utilisée après dans une optique de comparaison et d'analyse. Donc ce fichier, comme vous pouvez le voir, donc je vais pas détailler chaque élément. Je pense que ça pourrait nous embarquer très très loin, et puis ça n'a pas forcément de sens aujourd'hui. Par contre, vous voyez, le fichier est sous la forme d'un Google Doc, donc on appelle, donc il est ouvert à commentaires, et donc vous pouvez ajouter des commentaires dessus et participer ainsi à la construction du schéma. On a une deuxième version de documentation sur le schéma qui va peut-être vous effrayer un peu de prime abord, qui est sous la forme d'un Git, donc d'un dépôt où pour le coup le code du schéma est déposé. Je le vois pas, il est là. Donc ça, c'est vraiment une fois qu'on a fait notre tableau que je viens de vous présenter, on a ensuite transformé ce schéma dans un format qui s'appelle le format JSON, donc qui est un format beaucoup plus technique. Donc le JSON est pas complètement finalisé sur certains éléments. Donc il y a toute petite, ça va être finalisé d'ici la semaine prochaine. On a des petits manques de cohérence entre le tableur et le JSON, mais donc basez-vous plutôt sur le tableur. Donc on a ici la version vraiment technique du schéma, et puis vous avez un certain nombre de documentations
qui accompagnent le schéma. On a souhaité au maximum documenter ce qu'on avait pu faire, à la fois sur les décisions qui ont pu être prises, à la fois sur l'utilisation qui pourra être faite de ce schéma. Donc voilà, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. Je vous laisserai regarder tranquillement. Donc vous avez ici une partie. Vous avez les supports qui nous ont servi lors de chaque copile, qui sont également sur ce dépôt. Et vous avez une documentation qui se trouve ici. Alors ici sous des formats sous des formats de GitHub, mais on les a mis sur le site de l'AF en PDF. J'ai fait un PDF. C'est pas forcément celui-ci qui était le plus pertinent. Ce sera plus lisible. Donc là, c'est vraiment, c'est pareil, c'est une documentation d'accompagnement qui rappelle les différentes étapes qu'on a pu avoir sur la rédaction du schéma et qui retrace le cheminement de nos réflexions. Donc, ça peut vous permettre de mieux comprendre comment on en est arrivé à ces choix-là et ça peut vous permettre de mieux comprendre l'objectif aussi du document. Voilà, je pense que vous aurez sans doute des questions et que je pense que ça peut être bien de laisser un temps aux échanges. Voilà, donc comme c'est indiqué dans le chat, tous les documents sont sur le site de l'AF. Alors, je sais plus, voilà. Tous les documents sont ici. J'avais ouvert l'onglet, dont la documentation que vous retrouvez sous un format PDF qui est beaucoup plus, qui sera plus facile à lire pour vous que sur le dépôt Git. Donc vous retrouverez tous les éléments à ce niveau-là. Et on a fait aussi, si jamais vous ne pouvez pas commenter sur le Google Drive, on a fait une version tableur, c'est un open document de spreadsheet. On a fait une version tableur qui serait à nous renvoyer, mais alors par contre, on vous demande au maximum d'utiliser le Google Drive pour commenter, parce que nous, ça nous permet de centraliser tous les retours qui peuvent être faits sur le schéma, et ce sera quand même beaucoup plus facile pour la compilation des retours, d'avoir tout sur un même format que de récupérer des tableurs dans tous les sens. Voilà, je vous laisse poser des questions éventuelles et avoir vos réactions. Juste Anne-Laure, moi je peux apporter une toute petite précision sur le sujet des identifiants. Puisque, du coup, on va faire une communication, enfin le CIAF va faire une communication un peu spécifique là-dessus, puisque alors pour la plupart des services, l'identifiant est déjà construit, mais pour ceux qui ne l'auraient pas, on va en constituer pour eux. Et donc cet identifiant permettra de faire le lien entre l'annuaire France Archives, il va être intégré dans l'annuaire qui est sur l'annuaire des services publics d'archives qui est sur France Archives. Il va être intégré dans la nouvelle forme de l'enquête annuelle. Et donc, il sera utilisé aussi pour, par exemple, les registres des entrées. Et donc, de ce fait, ils seront publiés en open data puisque l'annuaire France Archives est régulièrement déposé. Donc, ça va être dans les nouveaux exports, cet identifiant sera intégré. C'est une bonne nouvelle et un résultat très satisfaisant du groupe de travail aussi. Alors, on a une question des AD 65. Bonjour à tous, François Justiniani et Anne-Claire Péjean des archives. Alors, attendez, on est deux, donc on a gardé le masque. Je vais quand même parler sans le masque, c'est plus sympathique. Juste, excusez-moi, c'est une réaction un petit peu à chaud. Pour moi, il y a une forme de déception, enfin, en tout cas de déception. Je suis quand même assez peu enthousiaste à l'idée que l'édition de jeux de données en open data nécessite un travail, je dirais, régulier et supplémentaire dans les services. Alors, je vais être clair, nous avons un département qui fait pas mal d'open data. On avait discuté avec notre service informatique et on avait proposé déjà depuis 2 ans de mettre en open data notre registre des entrées.
Donc c'était quelque chose qu'on avait, voilà, qu'on avait envisagé. Je sais bien qu'effectivement il y a un peu de toilettage, mais pour moi il est hors de question qu'on passe du temps à structurer des données. C'est un travail, enfin comment dire, c'est un travail en plus. Et moi j'ai pas de personnel en plus pour le faire. Donc j'ai toujours compris que la publication en open data, c'était mettre à disposition les données existantes. Alors évidemment, modulo un petit travail. Alors en revanche, qu'il faille faire évoluer éventuellement nos outils informatiques, très bien. Mais je pense que c'est, enfin comment dire, là, on est mal emmanché. Parce que même si moi, je suis convaincu qu'effectivement, il faut renommer ou réorganiser voilà, bon, nous, on est sur le logiciel Arkeia, qui est plutôt structuré. On retrouve l'essentiel des informations. Mais voilà, c'est pas tout à fait formulé de la même manière. Les menus déroulants sont pas identiques, donc j'entends. Mais dans ce cas-là, c'est pas chaque département qui a le logiciel qui va s'amuser à bidouiller les choses. Mais il y a en revanche un travail à faire auprès des éditeurs de logiciels. Et Mélanie, je suis désolée, c'est votre boulot. Nous, on vous soutiendra. Tout à fait, voilà. François, mais bien en parler parce qu'on l'a prévu, voilà, évidemment. Je prends connaissance à du tableau, je vois, il y a des choses, oui, je me dis, c'est des petites bricoles qu'on peut faire, c'est des remplacés automatiques sous Excel, il n'y a aucun problème. Mais pour rentrer dans le schéma, dans l'état actuel des choses, c'est impossible et inenvisageable. Je vais peut-être te répondre de suite. Donc du coup, on l'a tout à fait envisagé. Enfin, on voit bien que, en effet, le but c'est pas de rajouter du travail supplémentaire. Donc on a deux solutions qu'on a envisagées. Donc le premier, en effet, comme tu le disais, c'est de travailler avec les éditeurs. Je pense que le mieux, c'est déjà qu'on attire leur attention lors de l'appel à commentaires, dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, qu'on travaille avec eux. Si ce modèle correspond aux attentes des services, enfin si ça, parce que le but déjà, avant de savoir techniquement comment on va l'intégrer dans les logiciels, c'est de savoir si, d'un point de vue métier, ces champs-là nous parlent. Ces informations sont pertinentes. Donc c'est déjà, à mon sens, pour ça qu'on fait cette concertation, c'est qu'entre professionnels, déjà, on puisse savoir si ces champs correspondent à des informations qu'on voudrait partager. Ensuite, donc les éditeurs, on peut les inviter déjà à répondre s'ils ont des avis dès maintenant, puisque l'appel à commentaires est public et il n'est pas réservé aux archivistes. Et après, en effet, il faudrait qu'on travaille avec eux pour voir s'ils peuvent intégrer le modèle pour que ces exports soient générés automatiquement dans le format qu'on a proposé, qui est très simple. Hein. Enfin, quand même, c'est pas non plus... le truc va pas chercher, voilà. Je ferais bien une blague, mais je la ferai pas sur le TEDA ou autre. Voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on se disait que dans une phase transitoire, et puis comme on n'est pas sûr que les éditeurs en plus soient réceptifs à notre demande, c'était peut-être d'essayer de générer une moulinette. Mais ça serait dans une deuxième étape. Voir si on peut générer une moulinette pour reprendre les exports automatiquement pour qu'ils correspondent mieux à ce qu'on attend. Enfin, je peux laisser du coup Anne-Laure et Julien compléter, mais en gros, c'est ces deux points de vue-là qu'on a pensé aujourd'hui, enfin ces deux solutions-là qu'on pense, parce que en effet, comme tu le dis, je pense que ta remarque, François, est intéressante dans le sens où ce qu'on vise, c'est le partage, et le partage, il faut qu'il y ait une adhésion. Et si c'est du travail en plus, on se doute bien que personne ne va se précipiter, quoi. Et après, juste une remarque, Mélanie, excuse-moi, par rapport à l'attente, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'attentes, nous, dans nos... La seule attente qu'on a, comment dire, notre attente, c'est de publier des informations effectivement qui permettent à nos chercheurs et aux citoyens de savoir ce qui se passe dans nos services. C'est une volonté de transparence, mais enfin personnellement, alors évidemment, et je suis d'accord avec le fait que ça permettra de comparer, voilà, de voir ce qui se passe ailleurs, de se donner des idées professionnelles, mais c'est pas c'est pas un besoin. C'est pas une demande, c'est pas une attente des services. Hein. D'un point de vue non, il y a deux aspects. Enfin, comme je disais, moi, de mon point de vue, il y a deux intérêts. Le premier, c'est que c'est une mesure de transparence vis-à-vis de notre public. Voilà, et ça c'est une tendance aujourd'hui sur l'open data, et ça, c'est le premier point. Après, je pense que si cette publication était vraiment généralisée, et c'est aussi une des étapes
qui vont succéder à cette première phase, c'est aussi de voir quelle exploitation on peut en avoir. Et aujourd'hui, ça t'intéresse peut-être pas, mais si le partage était vraiment généralisé et qu'on pouvait faire de l'exploitation de données pour que ça apparaisse de façon pertinente, enfin, qu'on ait une synthèse pertinente, peut-être que ça serait intéressant aussi en tant que professionnel d'utiliser ce travail. Mais ça dépendra aussi en effet de la façon dont on va saisir de ce sujet-là. Du coup, je vais juste compléter, enfin voilà, tout ce qu'a dit Mélanie rejoint, enfin, voilà, ce qu'on a pensé dans ce groupe. Autre chose, quand même, en tant qu'archiviste, j'entends le travail supplémentaire. Alors, j'engage tout le monde à aller lire un superbe article de Samuel Goeta, un article scientifique qui est un petit peu le truc qui m'a fait découvrir l'open data, qui s'appelle la brutification de la donnée, et que en fait la donnée brute ça n'existe pas, et que quand on lit l'article on se reconnaît bien comme archiviste, et je pense que je suis d'accord, c'est peut-être un travail en plus. Je suis pas sûr que ça soit pas autant utile au service que aux réutilisateurs externes, et surtout le standard c'est pas une contrainte légale, c'est pas une circulaire du CIAF qui est en train de s'écrire avec des obligations pour les services. Donc ça veut dire que c'est une adhésion professionnelle à un standard commun. Voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui rien ne vous empêche, au contraire, même de diffuser, comme on l'a dit, hein, plusieurs services l'ont déjà fait, ont mis en open data disponible des fichiers. C'est déjà très bien. Après, l'objectif en fait d'avoir un standard, c'est de gagner en qualité. Et ça, c'est pareil. Je pense que la qualité de l'information, c'est quelque chose qui peut aussi nous parler dans le métier. Et si je peux compléter, donc je pense que c'est Samuel qui est sur le chat, qui a un petit smiley en tant qu'identifiant, je pense le reconnaître, et j'allais dire ce qu'il a écrit, et je rejoins ce que tu viens de dire, Julien, sur le fait qu'en effet on peut publier les données telles qu'elles sont produites, et c'est en effet déjà un premier pas. En revanche, si on souhaite qu'il y ait une véritable réutilisation de ces données, il faut en effet aller vers plus de standardisation, d'homogénéisation. Vous pouvez avoir accès simplement aux données d'un service. Ok, c'est déjà une bonne chose. Par contre, pouvoir faire des comparaisons à une échelle locale, départementale, régionale, nationale, ça peut être beaucoup plus intéressant. Vous pouvez aussi en tirer éventuellement de la modélisation sur des entrées d'archives, ce genre de choses. Par ailleurs, quand vous exprimez le fait que ça nécessite du travail en plus, je l'entends tout à fait, et c'est vrai que c'était un des points qu'on a identifié. Par contre, je dois avouer que ça me fait aussi un petit peu sourire, parce qu'on demande souvent ça aux services versants quand on leur demande de préparer les versements d'archives. Et c'est exactement ce qu'ils nous répondent. Et je pense qu'on voit bien, du coup, en tant qu'archiviste, l'intérêt de préparer les choses en amont pour que ça puisse être utilisé. C'est exactement la même logique. Si on veut pouvoir ressortir des archives à terme, il faut que les versements soient bien préparés. Là, c'est la même chose. Si on veut que les données soient réutilisées, il faut qu'elles soient préparées. Et en effet, ça demande un travail. On va tout faire pour pouvoir automatiser ce travail, et vraiment c'est une problématique qu'on en a bien en tête. Mais voilà, on peut pas simplifier les choses ou se passer de cette standardisation et de cette harmonisation si on veut que les données soient utilisées et soient de façon beaucoup plus large que ce que ça peut être le cas aujourd'hui sur l'open data. C'est comme le disait Samuel, c'est aujourd'hui un frein qu'on a beaucoup dans l'open data, c'est comme les données ne sont pas standardisées, elles ne sont pas réutilisées. Voilà. Je vais dérouler d'autres questions et d'autres sujets. Il y a une question, celle sur les prestataires, on a répondu, si je ne me trompe pas, il y en a de toute façon dans les participants, mais effectivement, comme l'a dit Mélanie, l'idée c'était d'aller les voir aussi avec quelque chose dans les mains à leur proposer, et là, voilà, c'est ce qu'on aura une fois qu'on aura fini la concertation. Il y a une question sur est-ce que c'est utile, si on a un site internet avec un état des fonds, de quand même faire cette démarche. Alors, de mon point de vue, oui, puisque le registre des entrées n'est pas l'état des fonds, et que c'est deux choses différentes. Et voilà. Après, je sais pas, Mélanie.
Ouais, bah moi, le retour que je peux faire, c'est lors d'échanges avec des universitaires ou des chercheurs, leurs besoins à eux, c'est souvent de savoir ce qu'on a. Et souvent, nous, ce qu'on donne à montrer, c'est ce qui est, comment dire, très finalisé. Enfin, ce sont des instruments de recherche ou des états des fonds qu'on a beaucoup retravaillés, de documents uniquement ceux qui sont classés. Et c'est vrai que pour un chercheur, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il peut y avoir de disponible sur son sujet de recherche, sans savoir si ce fonds est forcément classé. L'objectif pour lui, c'est de savoir si ça existe. Et en effet, ces registres des entrées qui sont un peu brutes, bah, ça permet de savoir ce qui existe. Donc je pense que ça a un intérêt, oui, par rapport à tout ce qu'on peut mettre à disposition, qui est peut-être d'une autre qualité, hein, des instruments de recherche conformes EAD qu'on a beaucoup travaillé, apporteront d'autres informations, mais ça donne un premier niveau quand même de connaissance sur ce qui existe. Et ça, je pense que ça répond à une demande en tout cas, que moi on m'a déjà exprimé. Et si je peux compléter notamment le fait de savoir ce qui est dans un service d'archives, même si c'est pas classé et donc éventuellement pas disponible, ça évite aux chercheurs de le chercher ailleurs, ne sachant pas où c'est. Dans les questions, Mélanie, il y a des questions qui sont alors plus pour toi, du coup, il y a deux questions qui se rejoignent sur le lien avec l'enquête annuelle en fait du SIAF et en quoi ça fait doublon ou pas, et s'il n'y aurait pas nécessité à ce que ce registre d'entrée en fait soit fait en lien avec l'enquête. Alors, je ne vois pas cette question-là. Alors, du coup, le lien avec l'enquête annuelle, bah, c'est que, donc je ne l'ai pas précisé, c'est Anne Ducret qui gère au SIAF cette refonte dans l'enquête annuelle. L'objectif, c'est là encore d'avoir un outil d'enquête qui soit plus harmonisé, enfin qui permette d'avoir des réponses plus harmonisées et qui permette une publication en open data des résultats. Le lien avec l'enquête annuelle, c'est que, comme l'a dit Anne-Laure, il y a des listes, pour ce besoin d'uniformisation, des listes ont été établies dans le cadre de l'enquête annuelle et donc elles vont être réutilisées pour l'aspect registre des entrées. Voilà, donc c'est qu'en fait, en gros, on a eu deux démarches parallèles, de travail sur les données et de publication en open data, et c'est pour ça qu'on a fait le lien entre les deux. Après, est-ce qu'il y a un moyen de faire encore plus lier ces deux sujets? Bah, s'il y a des propositions, on pourra voir hein, si on peut encore améliorer les choses, quoi. Mais il y a déjà eu un gros travail avec un groupe de travail dédié animé par le CIAF sur le sujet de l'enquête. Et je pense que par rapport à l'enquête annuelle, on n'est pas du tout sur le même niveau de granularité. Hein. Dans l'enquête annuelle, on ne retrouve pas la description relativement fine de chaque entrée. On est sur un niveau plus macro et puis sur des indicateurs qui sont différents, qui vont être aussi du type du nombre de TP, de ce genre de choses. Donc, on n'est pas non plus tout à fait sur le même périmètre. Voilà, donc je pense qu'il y a ça aussi. Ça vient éclairer un autre aspect de la collecte. Voilà. Il me semble que c'est pas tout à fait non plus le même périmètre que le rapport annuel. Et puis jusqu'à présent, les rapports annuels alors, sont des documents qui sont extrêmement riches. Hein, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Par contre, c'est vrai que on a des fichiers qui n'étaient pas forcément très faciles à manipuler jusqu'à présent. Donc ça va peut-être changer avec ce qui est fait cette année. Mais on avait des tableaux qui étaient quand même assez lourds et nécessaires à retravailler. Et puis on a sinon les tableaux de synthèse, mais là où on a finalement assez peu d'éléments, on est vraiment sur des choses très très macro. Donc je pense que ça vient vraiment compléter. C'est un autre périmètre qui est couvert par le registre des entrées. En gros, l'idée sur l'enquête annuelle, c'est de faire un socle de données qui serait obligatoire et qui serait publié en open data, et des données facultatives. Voilà. Enfin, c'est en gros l'esprit de cette nouvelle forme, quoi.
Il y a deux questions et remarques par rapport à la colonne, donc sur la description de contenu. Donc une première pour savoir où en était de la réflexion d'harmonisation de ces descriptions et du coup une inquiétude sur le fait de tendre à la standardisation peut amener du coup à une simplification et à des mentions qui ne soient pas très pertinentes parce que pas assez précises. Vous regarderez à la suite, hein, on va vous laisser. Alors du coup on a non, du coup, tu avais mis la slide. Vous aurez jusqu'au 12 février pour commenter toutes les colonnes à votre guise. Vous verrez du coup dans le détail que certaines colonnes sont attendues avec un formalisme formaté. Donc, quelque chose par exemple comme la date, on ne pourra pas chacun écrire ou 1er juillet 2020 ou 2020 juillet 1er ou etc. Il y a quelque chose qui est attendu de très mécanique. Par contre, il y a des contenus qui sont des contenus plus littéraires. Les types, quand vous voyez marqué string, ça veut dire juste une suite de caractères. Donc là, par exemple, sur la description par elle-même du contenu, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas une liste de types de contenu. Ce qui sera plus sur la standardisation, justement, c'est ce que disait Anne-Laure, c'est les domaines, et qui là nous sont fournis par le CIAF, qui font liste d'autorité, mais une liste de domaines qui existe déjà aujourd'hui, alors qui est renouvelée, et donc on s'est basé sur la liste la plus récente pour évidemment être à jour, mais certaines colonnes, dans la cellule, il n'y aura pas de choses très standardisées. Vous aurez quand même de la liberté, on ne vous contraint pas à tout écrire. Mais c'est ça, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'incompréhension. En fait, le but, c'est que les champs soient tous nommés de la même façon. Et après, l'objectif pour nous, c'était d'essayer d'identifier les informations absolument nécessaires, donc celles qui seraient potentiellement obligatoires pour un partage et celles qui sont facultatives, et ensuite voir s'il y a un formalisme de données à ces champs. Enfin, toutes les données ne sont pas traitées au même niveau. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit le moins complexe possible d'usage. Mais là encore, comme le disait Julien, c'est pour ça qu'il y a un appel à commentaires. C'est pour que vous puissiez faire part de vos propositions si c'est mal pensé. Oui, Alors, on était un certain nombre autour de la table pour l'élaboration, mais il peut y avoir en effet des idées qui viennent d'ailleurs. Et sur la question plus particulière de la réflexion sur la description du contenu, typiquement là on est sur un champ qui est relativement ouvert et sur lequel on n'a pas du tout eu de débat sur essayer d'avoir une façon de le remplir de façon particulière. Là pour le coup il n'y a pas eu du tout de réflexion sur harmoniser cette colonne-là, ce champ-là. C'est vraiment quelque chose, pour le coup, de très ouvert, la description du contenu. Voilà, et je dirais que les seules harmonisations qu'il y a, c'est les règles classiques qu'on peut trouver en archivistique traditionnelle. Alors, une autre remarque qui est du coup sur sur justement les échanges possibles à partir du registre d'entrée pour les chercheurs et les aiguillés, etc. Une remarque sur le fait que les registres d'entrée seront jamais assez fins pour aider le chercheur à vraiment trouver ce qu'il cherche. Évidemment, le registre d'entrée, mais comme aujourd'hui, un registre d'entrée ne remplace pas un instrument de recherche. En fonction de l'exemple donné là dans le chat, effectivement, un chercheur qui s'intéresse à des affaires judiciaires saura que les fonds du TGI de telle année à telle année ont été versés. Il ne saura pas pour autant avec le registre d'entrée si ce qu'il cherche précisément comme dossier est traité et identifié. Là, effectivement, mais déjà, il saura que les archives du TGI de telle année à telle année sont aux archives départementales et ne sont pas dans le tribunal et au greffe. Donc, il sait à qui s'adresser pour continuer sa recherche. Ce n'est qu'un premier point d'entrée, effectivement. Ça ne remplace pas les IR. Après, une question sur est-ce que le registre d'entrée pourra gérer les changements d'organigramme. Alors, les changements d'organigramme, enfin, pareil, on pourrait compléter là, mais il n'est pas là pour gérer les changements d'organigramme. Par contre, c'est là où c'est intéressant d'avoir les domaines, parce que quel que soit le changement d'organigramme, si on a bien renseigné les domaines, on peut avoir un suivi à travers différents registres d'entrée, même si les directions ou les services ont changé de nom dans leur intitulé. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou si c'est bon. Non, il me semble qu'on a passé une remarque d'Amandine au début en disant, et ça je ne sais pas s'il faut qu'on retravaille ce sujet-là, que dans certains services, le registre des entrées, c'est archives et bibliothèques. Donc je pense que pour ça, il faudrait voir si les archives sont taguées différemment dans le logiciel, enfin s'il y a quelque chose qui permet d'identifier, de distinguer les ouvrages de bibliothèque des fonds d'archives.
Mais après, bon, de toute façon, voilà, si le registre est constitué comme ça, moi, je dirais qu'on le publie comme ça. Enfin, mais il faudrait pouvoir distinguer les deux si c'est possible, quoi. Alors j'ai une autre question, alors qui n'a pas été posée en public, qui m'a été posée directement, mais je la pose à tout le monde. Savoir justement, puisque on a bien spécifié au début que c'était un registre d'entrée, que le standard pour l'instant, c'était attaché à traiter ce qui était archives définitives. Et donc la question, c'est comment on fait quand on gère des archives éliminables dans les entrées, etc. Alors, c'est justement parce que c'est très compliqué qu'on l'exclut du périmètre et qu'on n'a pas la réponse. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas la réponse et je voyais arriver gros que si on partait sur un périmètre peu restreint, on vous faisait ce webinaire dans 3 ans et pour vous dire qu'on n'avait pas abouti à grand chose. Donc, dans l'idéal, c'est pareil, hein, un standard, c'est fait pour évoluer. Dans l'idéal, s'il y a des travaux futurs et puis d'avoir des réflexions sur comment on peut prendre en compte du pré-archivage et des éliminables, ça sera super, mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas dans le périmètre. Voilà. Donc, et il y a une remarque, le travail supplémentaire est quand on a des registres non informatisés et que l'arriéré n'a pas été repris. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut répondre là-dessus pour réagir? Bah, dans un premier temps, déjà, on s'est dit que si on partageait tous les registres qui sont déjà informatisés, ce serait déjà bien. On sera déjà content. Après, si ce projet suscitait un réel engouement, on pourrait penser qu'on pourrait numériser ou sériser les registres papier. Hein, mais je pense que déjà, si on arrive à établir un standard et à partager un grand nombre de registres, on sera déjà satisfait. Enfin, moi, déjà, je sais pas si vous avez plus de... Oui, et dans un premier temps, on envisageait une publication annuelle. Donc chaque année, en fait, on publie le registre de l'entrée de l'année. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on n'avait pas envisagé une publication des registres de l'arriéré éventuel ou de faire depuis la création du service. On n'était pas du tout parti sur cette optique-là, même si c'est plutôt une très bonne idée. Et si on a la capacité à le faire, ça peut être très bien. Mais c'est vrai qu'on était parti plutôt sur quelque chose d'annuel dans un premier temps. Il y avait, alors du coup, il y avait une remarque tout à l'heure de Catherine Bernard, et puis là qui rebondit aussi sur le fait que les applications métiers le permettent souvent de faire des exports justement des registres d'entrée. Alors, ce qu'on a constaté en pratique, c'est que c'est pas parce que l'outil le permet qu'on s'en sert. Je peux parler en mon nom, par exemple, on ne se sert pas du registre d'entrée de notre SIA. On le remplit pas, donc on n'a rien à exporter. Ils exportent pas tous pareil, on n'a pas tous forcément des SIA, donc voilà, il y a des contextes où le registre d'entrée est tenu à la main dans un tableur Excel hors SI. Voilà, donc la première remarque de Catherine, c'est de dire qu'il y avait des clubs d'utilisateurs et qu'on pouvait faire remonter. Alors pour ça, je remercie du coup Delphine Bria qui participait un petit peu à double titre puisqu'elle était là pour son service aux archives municipales d'Avignon, mais étant justement au club d'utilisateurs Avignon, elle a aussi elle fait le relais avec le club d'utilisateurs et pour avoir un petit peu leur retour aussi. Et effectivement, le but, comme on l'a dit, hein, c'est d'influer auprès des éditeurs pour qu'ils intègrent ce standard. Mais effectivement, tout d'abord, il faut avoir un standard et assez stable à leur proposer, parce que l'idée, c'est pas de leur proposer un nouveau standard tous les 6 mois non plus à implémenter, parce qu'il y a quand même une logique économique pour eux derrière et qu'il faut quelque chose d'un petit peu stable à leur proposer. Il y a une question, si le standard ne concerne que les archives définitives, cela suppose-t-il de tenir plusieurs registres d'entrée? Ah non, non. Par contre, moi, enfin, du coup, sur ce sujet-là, parce que je vois que ça suscite beaucoup de réactions, moi, je travaille dans un service où, dès l'entrée, enfin, on nommait différemment les éliminables des entrées d'archives définitives. Donc, a priori, on peut trouver une autre solution, mais non, il faut que ce soit enfin, il faut pas faire 2 registres des entrées, je pense pas. Par contre, identifier les éliminables, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'on peut avoir une meilleure gestion ensuite du cycle de vie et de la destruction de ce qui doit l'être, quoi. Excusez-moi, Oui, il y avait Oui, bah, allez-y, vous aviez la main levée depuis un moment. je suis désolé parce que d'habitude, on intervenait sur GoToMeeting à domicile, et là, on est au bureau et on ne peut pas se connecter sur ordinateur, donc on est sur un téléphone et c'est quand même très compliqué de faire des chats sur un téléphone par rapport à l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que
prends la parole. Juste pour dire, effectivement, moi, avis hein, sur le registre d'entrée. Enfin, justement, je crains. Et ça continue ma remarque initiale. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la publication des données nous amènerait à modifier à remettre en cause complètement la manière de travailler qui fonctionne dans les services. Aujourd'hui, nous, on a énormément de préarchivage qu'on fait pour le département. On n'a qu'un seul registre d'entrée. Sur notre logiciel, il y a un suivi possible des éliminables. Mais peu importe, si on publie, en plus, la logique de la publication du registre d'entrée, c'est tout ce qui rentre. Et on est capable, nous, ensuite, d'expliquer qu'il y a des choses qui rentrent, qui sont éliminées. Ça contribue à la transparence de nos services, de montrer qu'effectivement, on prend en charge les documents et qu'on les élimine, et que quelqu'un peut trouver sur un registre d'entrée d'il y a 10 ans, je ne sais quel type de document, en disant, tiens, j'ai vu que vous aviez ça chez vous, nous de répondre, oui, c'est rentré aux archives, et en application de la réglementation du tableau de gestion, machin, ça a été éliminé. Première remarque. Deuxième remarque. Non, mais attends. On n'a pas de souci avec ça, François. C'est juste que, de ce que j'en entends, dans certains services, ça rentre en W et a priori, ça pose problème parce que c'est pas forcément signalé en éliminable. En fait, moi, dans le service où je travaillais, on avait une série EL. On ne nommait pas en W le préarchivage pour le département. Donc, dans ton export, tu le laisses si tu veux. Enfin, après, c'est pas un souci. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour ne pas compliquer les choses, notre objectif cible, c'était de publier le registre des entrées des archives définitives, parce que en plus, c'est ce qui va potentiellement plus intéresser le chercheur. Après, si dans ton registre, les deux sont mélangés, mais qui sont signalés, l'objectif n'est bien sûr pas de changer la pratique du service pour tout ça, au final, le publier en open data. Enfin, il ne faut pas inverser la démarche. La démarche, c'est de pouvoir faire état de ce qui rentre. Tu veux laisser les éliminables, tu les laisses. Après, mais le seul truc, c'est que de ce que j'en comprends, dans tous les services, ça, on peut pas le signaler, quoi. Enfin, j'ai l'impression que dans certaines questions, c'était ça qui ressortait. Oui, mais j'allais dire, d'une certaine manière, c'est pas grave de publier un registre des entrées, y compris dans lequel il y a des choses qui sont pas définitives, puisqu'après tout, ça fait partie aussi, encore une fois, la transparence de l'activité de nos services. Une deuxième remarque, alors là, c'est par rapport à ce que disait Julien Benedetti tout à l'heure, j'entends qu'effectivement, et justement, j'allais dire, c'est peut-être un peu plus, c'est presque justement un peu plus pervers. Il n'y a pas de consigne du SIAF, il n'y a pas d'obligation. Mais on va être clair, à partir du moment où il va y avoir un standard, voilà, et qu'effectivement partagé, validé professionnellement, comment dire, il va y avoir deux catégories. Il y aura ceux qui vont suivre parce qu'ils peuvent suivre, et ceux qui vont pas suivre, à qui on va quand même, au bout de quelques temps, je sais comment les choses se passent, je suis pas un perdreau de l'année, à qui on va venir dire, écoutez quand même, vous devriez rentrer dans le standard. Moi, j'avoue que dans des cas comme ça, je préfère qu'on soit directement dans la consigne, qu'on nous dise, voilà, il faut essayer de faire évoluer, qu'on soit accompagné, qu'on donne du temps, plutôt que de donner l'impression qu'on fait quelque chose librement, mais qui va devenir à terme une contrainte. Alors je vais quand même... Bon, c'est un peu brut parce que je fais vite. Non, mais il y a pas de... Est-ce que du coup je vais répondre parce que vraiment, voilà, je rappelle l'historique. La démarche part de l'AF. Et je le redis encore, merci au SIAF parce qu'ils nous ont soutenus et puis notamment par des moyens financiers, donc merci à eux. Je ne sais pas si un jour ce standard deviendra contraignant et si ça sera l'objet d'une circulaire et qu'on n'aura plus le choix. Il aurait pu être fait le choix de finalement, même du SIAF, soit de pas s'associer à nous, soit de nous récupérer le bébé, de faire tout seul et de pondre à un standard et puis de pas nous laisser le choix. Là, le fait est que, alors, de l'utiliser ou pas, on verra dans le temps. En tout cas, aujourd'hui, vous avez tous la possibilité de participer et de critiquer, en relecture et puis de façon positive aussi, il n'y a pas de souci, ce qu'on a proposé. Par rapport à ce qui est sur l'archivage courant et intermédiaire, du coup, il y a une autre question, donc je vais aussi la prendre et puis expliciter un petit peu. Est-ce que dans le cadre de services de pré-archivage, ça a été envisagé de faire des services où tout est versé à un moment donné à un service d'archivage définitif? C'est typiquement le genre de question que je disais qui était complexe à régler, et c'est pour ça que dans un premier temps, et effectivement, le standard interdit pas de rajouter éventuellement des colonnes avec des mentions où vous voulez rajouter que c'est des archives éliminables, etc. Mais d'avoir un socle commun. Le problème de l'archivage effectivement intermédiaire, c'était de tracer éventuellement des entrées qui seraient dans un service en tant qu'archive intermédiaire, qui se retrouveraient ailleurs en tant qu'archive définitive, et comment on trace tout ça
sans faire croire à des démultiplications de métrages d'archives, parce que si on ne sait pas que c'est le même entrée qui était à un moment donné dans un service et qui après part dans l'autre, ben voilà. Et donc, comment régler toutes ces questions-là? C'est des bonnes questions, c'est de très belles questions, mais effectivement qui nous amenaient très très loin, et c'est pour ça que c'est pas dans le premier périmètre. Voilà. Moi, ce que je voulais juste préciser sur la remarque sur le fait que ce soit pas obligatoire, ça me paraît quand même plus intelligent d'avoir une démarche expérimentale, de travailler, de proposer ce qu'on fait pour appel à commentaires, de voir si ça fonctionne, et après, on verra ce qu'on va en faire et on verra si ça marche. Moi, je veux bien qu'on l'impose, hein, on aurait pu le faire tout seul et l'imposer à tout le monde, mais je crois pas que ce soit une démarche qui suscite l'adhésion. Donc, moi, j'aimerais mieux qu'on suscite une adhésion plutôt que d'être dans quelque chose de prescriptif. L'objectif, c'est de faire quelque chose d'utile et quelque chose qui réponde à un besoin et quelque chose qui soit pas une usine à gaz. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande votre avis. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est quand même mieux dans une démarche progressive et expérimentale que dans une démarche d'imposer tout de suite quelque chose sans savoir même si ça répond bien à ce qu'on voulait faire au départ. Si je peux compléter sur ce point-là, pour préciser que le standard va être ajouté à schema.data.gouv qui recense les schémas qui existent dans le contexte français, et des schémas vraiment qui sont imposés, il en existe très peu. Vous avez celui pour les données essentielles de la commande publique et celui des subventions qui font l'objet d'une mention et d'un décret, mais pour les autres, même des schémas comme celui pour les délibérations, il n'y a pas du tout d'aspect contraignant à l'utilisation du schéma. Par contre, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il soit reconnu comme un schéma et qu'il soit sur schema.data.gouv et éventuellement sur le socle commun des données locales. Et puis je vois une autre question à laquelle je vais répondre sur en open data. Il y a généralement un texte de présentation. C'est vrai que je suis allée assez vite, mais on a aussi une partie plutôt métadonnées du schéma. Alors c'est vrai qu'on l'a pas forcément bien mise en valeur dans ce que je vous ai présenté. Alors je vais essayer de les retrouver assez rapidement. Je crois qu'elles sont là. Voilà, vous avez tout un élément au niveau de la documentation sur documenter les données. Donc là, on est plutôt sur les métadonnées descriptives du schéma, donc ce que vous mentionnez en tant que documentation qui accompagne les données, où on va préciser le nom du service producteur du jeu de données, on va préciser le titre. Donc là, on a proposé notamment registre des entrées avec l'année concernée, une description du jeu de données, et puis un certain nombre d'autres éléments qui sont plus des éléments vraiment liés à la publication en open data, un système de mots-clés, et puis la licence qui accompagne les données, éventuellement un contact aussi au niveau des archives pour les réutilisateurs. Donc en effet, il y a aussi ces éléments d'accompagnement qui permettent une meilleure compréhension des données et qui permettent aussi ce qu'on appelle la découvrabilité des données, c'est-à-dire la capacité à repérer ces données. Et là aussi, à partir du moment où les données d'identification sont relativement harmonisées et standardisées, ça va permettre à un réutilisateur de retrouver tous les éléments qui correspondent à sa recherche, à son besoin. S'il recherche tous les registres d'entrée des services publics d'archives, tous ceux qui sont publiés en open data vont remonter de cette façon-là. Donc voilà, en effet, il y a une documentation, un texte de présentation des jeux de données. Je vais aussi, du coup, par rapport à ces travaux aussi, l'intérêt pour nous d'avoir travaillé avec DataActivist, c'est que vous verrez avec la documentation, vous verrez avec le standard en format informatique JSON, etc. C'est des gens qui s'y connaissent en technique et qui savent comment toutes ces choses informatiques marchent et qui leur a permis de produire tout ça. Mais c'est des gens qui, alors Anne-Laure est archiviste, mais Samuel qui a travaillé aussi sur le projet, Samuel Goeta, et ce sociologue, et c'est des gens qui sont tous issus au final, pour beaucoup, des sciences humaines. Donc du coup, ce qui est critique des sources, ce qui est qualité de la donnée, ce qui est, etc. Enfin,
tout ça en fait rentre un petit peu dans leur prisme de lecture, et c'est pour ça aussi pour nous c'était intéressant. Alors Anne-Laure effectivement avait en plus la vision métier, mais de toute façon voilà, c'est quand même des choses auxquelles ils sont habitués, c'est pas de la pure technique, c'est voilà. Et tous les freins qui peuvent être soulevés ici sur l'utilisation d'un standard et faire de l'open data, je vous rassure, en fait, ça nous est en rien spécifique, c'est les mêmes frictions qu'il peut y avoir dans tous les services. Anne-Laure l'a dit, du coup, il y a très peu de standards qui sont imposés, qui font l'objet de décrets. Et pour tout vous dire, même ces standards qui font l'objet de décrets, s'ils ne sont pas utilisés aussi, les services, et vous le savez, pour travailler dans des collectivités, ne diffusent pas en open data, par exemple, la liste de leurs subventions, personne n'est allé en prison, il n'y a pas d'amende et il ne se passe rien. Donc, voilà, si jamais, même si un jour notre standard fait l'objet d'un décret, ça pourrait être sympa, mais pour autant, voilà, personne n'aura d'amende. Une question, mais alors, je crois que tu l'avais dit en début, Mélanie, mais tu vas peut-être repréciser, le secteur des musées a-t-il également à ce jour une démarche de standardisation de son registre des entrées? Et ben là, je ne saurais pas répondre. En fait, je pense que ils sont un peu comme nous. Enfin, c'est quand même un domaine de niche, et donc ils utilisent à peu près tous Micromusée, je pense, qui est un logiciel. Et je ne sais pas s'ils ont une démarche de standardisation de ce registre pour publication en open data. Après, il y a un vrai mouvement d'open data dans le domaine des musées, mais à mon sens, ça correspond plus à une publication des œuvres, enfin de mise en ligne d'images, de leur base d'images, de choses comme ça, plus que du registre en lui-même. Mais il faudrait creuser, parce que là, honnêtement, je peux pas répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, vous pouvez faire aussi des remarques, mais comme on disait, ça vous aurez quelques semaines devant vous pour les faire par écrit. Il n'y a pas de problème. J'ai plutôt je ne sais pas si on m'entend, Pascal Legrand. Oui, donc je suis du Centre national du cinéma, établissement public, sous la tutelle du ministère de la Culture. Moi, je vois, mais alors là, évidemment, dans le futur, plutôt lointain, mais je vois ce type de registre plutôt comme un outil permettant la transversalité, notamment dans le domaine de la macro-évaluation, pour prendre un terme générique, et dans la sélection, puisque par exemple pour le CNC, évidemment, la politique de l'État en matière d'image animée a un volet vers les collectivités territoriales, et donc ça faciliterait beaucoup la tâche pour pour la sélection des documents au niveau local, niveau central. Voilà, c'est plus sur ce plan-là que je me positionne, et j'avoue que là, ça serait un outil, un premier pas pour disposer d'un outil assez formidable. Merci Pascal voilà, si comme disait Mélanie, le but c'est de faire quelque chose d'utile et d'utiliser, donc tant mieux. Et effectivement, par rapport aussi à ça, de toute façon, globalement sur l'open data, vous savez, quand des structures mettent en open data des jeux de données, le premier utilisateur, c'est toujours la structure. Parce qu'effectivement, ça décilote et ça permet de faire des choses transversales. Donc oui, c'est aussi le but, c'est que les données des autres services puissent vous servir, ou que vous-même, en fait, en structurant autrement que ce registre d'entrée qui est quand même, voilà, hein, je veux dire, on est d'accord, c'est un outil tout d'abord de pilotage en interne, puisse peut-être aussi être finalement plus pertinent par les travaux communs qu'on va faire sur cette standardisation, et puisse être un meilleur outil de pilotage aussi pour nous-mêmes. On arrive dans un service, on devient responsable d'un service, on revient sur un registre d'entrée qui est bien standardisé, et on retrouve le même que dans son ancien service. On peut voir assez facilement ce qui est rentré, ce qui n'est pas rentré, se dire peut-être qu'il y a un manque là-dessus par rapport à ce que j'ai pu connaître avant, qui s'explique sans doute ou pas. Enfin voilà. Donc oui, c'est aussi le but, c'est que vous le réutilisiez, y compris pour vous. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par écrit ou par oral pour ceux qui sont connectés que par téléphone. N'hésitez pas, hein, effectivement, à prendre la parole. S'il n'y a plus de questions, on va vous
vous redire de participer et faire savoir autour de vous, pour s'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas pu participer au webinaire, faire savoir qu'il y a cet appel à commentaires. De toute façon, nous-mêmes allons diffuser chacun par nos canaux les informations et donc voilà, jusqu'au 12 février, vous êtes invités à collaborer à ce standard, et puis on essaiera de prendre en compte au mieux les demandes, hein. Bien évidemment, toutes les demandes particulières, une par une, ne pourront pas faire l'objet d'une prise en compte, sinon on n'a plus un standard, évidemment, mais s'il ressort des choses qui peuvent enrichir ou faire modifier un petit peu le point de vue du COPIL, ça sera encore mieux. Ouais, je pense qu'en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a on est quand même parti de l'existant, puisqu'on est parti des principaux exports possibles. On a quand même échangé entre professionnels, et donc l'objectif, c'est en effet d'arriver à quelque chose qui permette de partager et qui, en effet, soit le moins lourd possible, qui n'oblige pas à changer la façon dont on travaille, mais bien à mieux exploiter des outils qui, aujourd'hui, pourraient être utilisés plus largement, quoi. C'est voir si on peut généraliser aussi des initiatives qui, a priori, comme celle des Archives nationales, ouvrent un peu une voie, et voir si ça peut être utile à tous. Donc, on est très preneur de vos retours, forcément. Oui, on est impatient de voir les retours, et moi je veux en profiter pour une nouvelle fois remercier le groupe de travail et les échanges qu'on a pu avoir tout au long de nos réunions. C'était vraiment très très riche, et c'était je pense aussi pour les participants intéressant de réenvisager leur travail et de réenvisager ce qu'est le registre des entrées. Donc je ne doute pas que vous aurez des remarques qu'on avait pu trancher en réunion, et qui vont ressortir, mais des fois sans doute sous une forme nouvelle, et on essaiera de répondre au mieux et de réexpliquer pourquoi on a fait ces choix-là au moment où on a pu les faire. Encore une fois, faire un schéma, c'est discuter, c'est arbitrer, c'est trouver un commun, et c'est pas forcément très simple. Voilà, vous savez comment ça se passe sur ce genre de choses. On fait une première version, et puis on revient sur des choses qu'on a pu se dire précédemment, qu'on avait plus tranché, mais finalement ça revient sur le métier. Donc voilà, donc je remercie vraiment tous les participants, le CIAF et l'AF, pour d'avoir travaillé et d'avoir alimenté la réflexion. C'était un travail vraiment très intéressant, et qui n'est pas fini, qui maintenant va s'enrichir de vos retours. Donc merci beaucoup à tous. Oui, merci à tous. Et donc la séance est enregistrée, et bien sûr l'association est disponible si vous souhaitez faire d'autres retours après cette séance, au-delà et avant le 12 février, si vous avez des questions par rapport aux documents et commentaires attendus. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous sommes à votre disposition. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.